Bonjour, je m'appelle Juliane et je travaille à la coordination des ONG pour les droits de l'enfant. Bienvenue dans À voix haute, le podcast de la CODE qui donne la parole aux enfants. À voix haute. 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 À voix haute, le podcast de la CODE. Pour cet épisode, nous sommes allés à la rencontre des jeunes d'une MJ, une maison de jeunes, dans la région de Namur. Ils ont entre 14 et 17 ans et nous les avons rencontrés sur place pour discuter de tout et de rien. Ils nous ont parlé de leur vie à la MJ, dans le quartier, de leurs espoirs et de leurs craintes pour l'avenir. Ce que vous entendrez ici est le résultat de plusieurs heures d'enregistrement dans le grenier de la MJ, la pièce la plus calme du bâtiment. Assis sur un divan en face de nous, ils se sont succédés, seuls ou à plusieurs, pour se confier à notre micro. Après leur témoignage, nous aurons le plaisir de discuter avec Bruno Humbeek, psychopédagogue et invité de cet épisode. Vous êtes dans À voix haute et je vous souhaite une bonne écoute. Ça va ? Ça va très bien, madame. Top. Pour démarrer la conversation, et puisque nous y étions, nous avons voulu savoir ce qui leur plaisait à la MJ, ce qu'ils venaient y chercher. Salut, on se regroupe tous, on s'amuse tout le temps, on s'ennuie presque jamais. Comme par aujourd'hui, on s'ennuie un peu vu qu'il y a moins de monde, mais il y a toujours des trucs à faire, comme par exemple la décoration. Il y aura beau avoir personne à la maison des jeunes, on va toujours s'amuser en fait. Que ce soit même avec Mamadou, des fois on se connaît pas forcément dans la maison des jeunes, il y a toujours une bonne ambiance, même s'il y a très peu de personnes, on se connaît pas. Ouais, c'est pas sympa par rapport à d'autres musiques. Moi, c'est plus atelier cuisine. J'aime bien. J'aime bien préparer à manger et tout, surtout manger. En fait, il n'y a même pas besoin d'activité pour que on s'amuse bien. Quand on y pense comme ça, il n'y a pas trop d'activités auxquelles on peut penser, mais des fois, il y a des sorties et tout, donc ça, c'est bien. Moi, on est tous soudés, c'est une grande famille. La plupart de ces jeunes sont à l'école et viennent à la MJ après les cours. Même si certains ont encore quelques années devant eux, la question de l'après-école les occupe déjà. Entre ceux qui le redoutent, ceux qui ont déjà une idée derrière la tête et ceux qui veulent juste grandir et ne plus être adolescents. Devenir majeur, qu'est-ce que ça représente exactement ? À partir du moment où tu as 18 ans, tu es censé savoir ce que tu fais, quoi. Après, je dis pas que les plus jeunes savent pas ce qu'ils font, mais ils sont plus jeunes, quoi. Ils savent pas vraiment où se porter, où aller. Tandis qu'à 18 ans, t'as déjà un peu ta petite expérience et ton petit truc, quoi, de fait. En vrai, quand j'étais petit, moi je voulais vraiment avoir 18 ans et tout. Après, je grandis, je me rends compte avoir 18 ans, c'est bien, mais c'est compliqué. Parce que là, il n'y aura pas ma mère pour m'aider, je serai seul, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui vais travailler, je dois gérer mes heures et tout. C'est un peu compliqué. Mais après, ça peut aussi être bien d'avoir 18 ans. Je saurais pas dire pourquoi, mais je me dis que ça peut toujours être intéressant. Allez, jusqu'il y a un an, je voulais être majeur, je me dis ça va être bien, nanana. Maintenant, je me rends compte que majeur est égal à beaucoup de problèmes aussi, parce que tu peux plus faire de bêtises. Là, on peut faire des bêtises, pas des grandes bêtises, mais des petites bêtises, voilà, on est mineur, c'est les parents qui s'en occupent. Mais majeur, sinon on va devoir s'en occuper et assumer les conséquences. Et comme il dit l'appartement, etc. Mon père il m'a toujours dit, il serait pas toujours là pour moi. Parce qu'à un moment ils partent tous. Cette fameuse phrase. On va grandir, les métiers et tout, les factures. Tu peux pas faire ce que tu veux quand t'as 18 ans, quoi. Tu peux pas faire des conneries ou aller faire des conneries, quoi. Tu peux pas. Une fois que t'es majeur, t'es responsable de tes actes, quoi. Et tu peux avoir plus de problèmes. Je me questionne qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Et c'est l'ignorance de ce qui peut s'arriver tantôt, demain ou dans 4 ans. C'est pas que ça m'inquiète, mais c'est que t'as le doute. Tu sais pas ce qui va se passer, du coup c'est ça qui est un peu bizarre. Moi, je pourrais sortir en boîte de nuit. Même si je le fais déjà, mais... Moi, franchement, j'ai hâte. Parce qu'avoir 18 ans, c'est responsabilité, se gérer soi-même, se dire je fais des études ou je fais pas d'études. Parce qu'après 18 ans, tu fais ce que tu veux à l'école. Et c'est ce défi-là, c'est le défi de la vie plus ou moins. Parce que à 18 ans, tu détermines plus ou moins ta vie. Enfin, tu peux changer de métier, mais tu fais vraiment un grand pas. Et c'est ça qui me donne envie. Parce que sans défi dans la vie, sans but et sans objectif, tu fais rien. Si t'as pas un objectif à réaliser et que t'as envie de réaliser,
t'avances pas et tu restes en même place. Je sais pas ce que ça changerait. Parce que, imaginons, à 18 ans, j'aurais des problèmes et tout. Et que là, bah, je suis un peu... je vis ma vie comme... c'est comme ça. Mais à 18 ans, bah, on dit qu'on est plus libre à 18 ans, mais en fait, je crois que c'est faux. Moi, je préfère être enfant, c'est mieux. Mais après, ce qui me fait le plus peur, c'est le monde d'après. Parce que du coup, quand nous on va être adultes, ça va être autre chose. Il y en a qui se battent pour des bidons d'essence, il y en a qui se plantent pour des bidons d'essence. Ça va être quoi après? Moi, je me dirais qu'il faut profiter. Parce que, ça, en fait, quand on y repense, ça dure genre... Moi, quand j'y repense, ça dure genre un jour. Alors que ça dure pendant plein d'années. Et moi, je trouve que c'est pas assez long. Mais j'ai pas envie de perdre ma jeunesse. Les jeunes que nous avons rencontrés vivent dans des quartiers en périphérie urbaine et ils ont toutes sortes de parcours scolaires entre l'enseignement ordinaire, technique, professionnel ou spécialisé. Pas toujours facile ces années d'école, entre l'impression de perdre son temps et la nécessité d'entrer ensuite dans la vie active et de s'émanciper en subvenant à leurs propres besoins. Ça dépend, il y a des moments où j'ai moins envie d'être à l'école, il y a des moments où j'ai plus besoin d'aller à l'école. Enfin, ça dépend, en fait, il y a des moments où j'ai pas envie du tout d'y aller, mais j'y vais quand même, parce que c'est pour avoir un bon truc après. Mais des fois, ouais, je me sens pas très bien. Ça dépend, en fait, ça dépend des jours, vraiment, et comment les gens ils se comportent avec moi, quoi. Je vais à l'école, mais je sais pas pourquoi je vais là-bas. J'y vais, mais des fois je sais pas pourquoi je vais là-bas. Genre, je peux passer toute la journée à l'école, en train de dormir, ou... Je suis perdu, mais je sais pas encore, quoi. Il y a peut-être architecte d'intérieur qui me tente, mais le bulletin ne fait pas le travail. Bah, j'ai envie d'être esthéticienne, mais j'ai envie d'être péricultrice aussi, en fait, je suis entre les deux. J'ai à manger, j'ai là où dormir, je pars à l'école. Ça seulement, c'est quelque chose qui est grand pour moi. Parce que j'ai pas eu cette chance auparavant. Du coup, j'ai ça ici, ça va. Je me plains pas. Là, vraiment, je peux dire, j'ai tout, quoi. Je me plains de rien. J'ai tout. Voilà, ici, j'ai la chance d'étudier, du coup, je vais pas gâcher ça. Du coup, je me donne à fond pour tout. Même dans mon métier, si j'arrive pas à faire quelque chose, il y a des profs qui sont là pour m'aider, pour m'expliquer. Si j'ai des difficultés à l'école, il y a des profs qui viennent pour m'aider, même dans les devoirs ou dans certaines matières. Là, parce que le français, je parle, mais je sais pas tout je comprends. Il y a des mots difficiles que j'arrive pas à lire des fois. Moi, c'est l'argent. C'est ça le projet de vie. Parce que sans l'argent, tu fais rien. Et dans ce monde, faut avoir pour être. Et du coup, l'école, ça te met un plus. Tu peux avoir un métier où il faut te certifier. Mais tu peux te gérer ta vie en dehors des 7 ans d'études ou 8 ans, comme on veut. Mais il faut avoir de l'argent pour vivre. Après, c'est vrai, il a raison, on peut aller à l'école et rien gagner, mais on peut y aller aussi gagner des choses, mais ça dépend de nous aussi si on est concentré ou pas. Après, si à l'école, on nous apprend des choses qui nous servent vraiment à rien du tout plus tard, que ce soit dans un métier comme, je sais pas, si je prends les gens qui sont policiers, bah là, les mathématiques, je sais pas trop à quoi ça leur a servi, quoi. Si. Mais des PV additionnés, nanana. Ouais, des PV additionnés, mais tu vas pas calculer la largeur, la longueur d'un bâtiment pour mettre des PV additionnés. Faut quand même avoir les bases à l'école. C'est vrai, mais... C'est pour ça on t'oblige jusqu'à 18 ans. Et même à partir de 15 ans, tu peux faire déjà CFA ou IFA PME. Mais il faut quand même savoir faire 10 plus 10. Hein. C'est difficile de trouver des boulots qui te plaisent, parce que la génération de maintenant... Voilà, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que cette génération de maintenant attend de l'école? Que pourrait enseigner l'école qui soit vraiment utile selon eux? Comment se gérer pour réussir ta vie. C'est ça, l'école n'apprend pas. Moi, je trouve que l'école, ils seraient pas obligés, mais ce serait bien qu'ils apprennent à chaque enfant, durant toute leur année, de savoir gérer pour le futur. Et pas se dire, ah tiens, t'as 18 ans, débrouille-toi, on te met une carte de banque, tu travailles tel jour, et tu fais ça. L'école n'apprend pas forcément comment devenir un homme, enfin, homme-femme, c'est la même chose. Comment devenir un homme. Mais du coup, il nous apprendra, par exemple, quand on est plus grand, il y a des gens, ils n'ont pas leurs parents derrière eux, etc. C'est-à-dire, ils n'ont pas appris comment faire les papiers, etc. Mais aussi, il faut pas oublier que peut-être nous, ils vont faire cette option, etc. Mais ça va nous casser la tête. Ça aussi, c'est
Donne. C'est vrai, l'école doit nous aider à apprendre à gérer soi-même, mais nous aussi on doit un peu se dire ouais, faut pas que je dépense tout mon argent dans ci, dans ça, que je mette une partie pour le loyer, pour la maison, un truc comme ça. Ah oui aussi, j'ai été pour trouver un job étudiant chez Time Potty. Ouais, je suis contente. Je reste plus qu'à y croire pour pas rester toute ma vie dans un fauteuil. Je veux travailler. Quand j'aurai mon propre entreprise ici, ça va me faire beaucoup plaisir. Vraiment. Ça me fait beaucoup plaisir. Devenir majeur, c'est donc travailler. Mais c'est aussi, par exemple, la responsabilité de participer à la vie démocratique. Tiens, quand vous allez avoir 18 ans, vous allez avoir le droit de voter. Est-ce que ça compte pour vous ou pas? Non, moi je m'en fiche. Toi, ça change rien? Moi ça me change quasi rien. C'est comme les politiciens de maintenant, ils disent des trucs et ils le font pas. Et en fait c'est juste pour attirer les gens. Et après ils le font pas et ils font on s'en fout, allez, c'est bon. On jette le truc à la poubelle. Je trouve que ça craint de changer tous les X temps de politiciens parce que vraiment c'est un monde que je comprendrai jamais. C'est pour ça qu'ils mentent, parce qu'en fait ils veulent attirer les gens et après une fois qu'ils ont eu les gens, bah, ils se disent bah c'est bon, je suis élu, c'est bon, j'arrête. Ils sont malins. Et si on imagine un instant qu'on était dans un système comme en France par exemple, et où il n'était pas obligatoire d'aller voter? Non, j'y vais pas. Parce que si je m'engage dans un truc et qu'après tous les autres le payent à cause de ça, j'ai pas envie quoi. Le problème c'est qu'ils mentent tellement qu'à force on peut plus les croire. Enfin, ils mentent tellement qu'à force tu peux plus croire une personne qui ment à chaque fois, ce qui est logique. Donc à chaque fois tu te dis lui il va dire ça, après il va pas le faire, lui il va dire ça. Enfin c'est normal parce que tout le monde se dit sur ce truc là, mais je comprends pas pourquoi ils vont encore pour les amendes justement, peut-être pour ça, mais qu'ils vont encore voter parce qu'ils se font encore avoir. Et du coup si le droit de vote sert à rien, qu'est-ce qui resterait alors pour que les choses changent? Ben qu'on mette tout le temps la même personne. Une personne vraiment de confiance, qu'on met tout le temps la même personne. Ben que la royauté revienne. En fait, je reviens, c'est mieux la République, parce que la royauté, il aura tout, en fait, comment dire, il aura tous les droits. Or que la République, il y a des présidents pour telle chose. Par exemple, le roi, s'il devient fou, il peut comme dit, lancer une bombe nucléaire, or que le président, il n'a pas forcément le droit. En tout cas, tu penses que c'est mieux si tous les pouvoirs sont pas dans une seule personne. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si la personne, de base, quand t'inscris une personne et quand elle est prise, elle doit être censée, pas vriller, quoi, elle doit censée être bien calme, faire ce qu'il y a à faire et faire tout. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est comment il arrive à laisser passer des personnes comme ça. Ça, c'est bon. J'ai eu envie de leur dire que certaines personnes ont déjà proposé d'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Oh non. C'est des malades. Ça, c'est trop. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes trop jeune. Oui, on n'a pas encore la maturité de pouvoir voter. L'autre il va dire lui, l'autre il va dire lui, l'autre il va dire oui. Et après, tous les jeunes de 16 ans qui auront voté, on devra encore en payer, comme je viens de dire, les pots cassés. Pouvoir faire confiance, se sentir responsable, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans leurs mots, on sent la nécessité de construire une carapace pour se défendre et éviter d'être blessés. Ils ont le besoin vital d'être respectés et qu'on soit honnête avec eux. Parce que moi avant j'étais grave une meuf, grave sensible. Du coup si on me fait quelque chose, j'arrivais pas à me défendre. Et là ça va grave mieux. Genre je me défends et tout. Avant j'étais trop sensible moi. Très très sensible. Genre à peine on me dit quelque chose je commence à pleurer. Maintenant non, je m'en fous des avis des autres. Est-ce que ça me blesse? Un peu, ça dépend ce que la personne dit. Un peu. Mais c'est parce que j'ai 13 ans, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses. Genre, je suis une personne qui me suis déjà fait harceler 2 fois. Et bah voilà quoi, mais sinon, après tu commences à te défendre. Du coup c'est bien. Et quand je me vois défendre, je suis fière de moi-même. J'aime pas voir les gens se faire harceler ou se faire embêter. Je préfère moi me faire du mal et aller aider les gens qu'aller laisser les gens se faire harceler, se faire embêter quoi. J'aime pas. C'est le truc que même les profs des fois quand ils font rien, je pète un plomb. Je leur dis bougez quoi. Je déteste l'injustice. J'ai vu beaucoup de gens, ils font une grave hypocrisie, genre ils sont grave hypocrites. Ils disent pas ce qu'ils pensent en face de la personne parce qu'ils assument pas. Et ils préfèrent dire ça derrière son dos que de dire ça en face. Mais non, faut le dire en face parce que la faux cul, faut dire la vérité. Avoir des bonnes personnes derrière soi surtout. Parce que si t'es seul, tu vas rien arriver à rien. Rester humble et bon.
Un, bon et juste. C'est le plus important. Bon, sinon je vais pas vous mentir, rencontrer des jeunes en leur disant qu'on est là pour parler de tout et de rien, c'est aussi prendre le risque de la page blanche. Donc on a eu droit à notre lot de... Mais j'ai déjà rien à dire, je sais pas. Mais ça, je sais pas encore, je sais pas, c'est tout. Après, je sais pas. Je sais pas, moi. Bah, je sais pas. Mais je sais pas, en fait. Ça m'intéresse pas trop. Je sais pas, non, je sais pas. Ouais. Ça ne les a pas empêchés d'être quand même là, comme si rien que leur proposer de parler suffisait. Bah, je sais pas, je voulais participer. Les écouter nous parler de leur vie dans ce grenier de maison de jeunes fut un condensé de moments hors du temps. Ce qu'ils nous ont confié n'était pas toujours facile, parfois plus léger, souvent très personnel. Voilà ce qui se passe quand on ouvre une brèche de parole, on partage un peu de tout, de manière authentique, même si certains étaient un peu intrigués par notre démarche. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle veut en plus en apprendre sur nous et ça peut avoir des bonnes réflexions. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir qu'on me demande. C'est ma première fois qu'on me demande aussi comme ça. Des histoires, comment j'ai vu. Parce que d'habitude, on me pose jamais des questions comme ça et je trouve ça bizarre. Et moi, ça dépend de certains adultes parce qu'il y en a certains qui m'écoutent sans m'écouter ou il y en a certains qui m'écoutent vraiment, quoi. Ça dépend des adultes, en fait. Ça dépend des personnes. Bah, j'aime pas parler. Enfin, si, j'aime bien parler, mais je préfère écrire. À part mes parents, il n'y a personne. Moi, je dirais que c'est un peu bizarre parce que, en fait, on a plein de choses à dire, mais sauf que quand on dit oui, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, on est un peu déstabilisé, on sait pas quoi dire. Non, on n'écoute pas les enfants. Pour moi, les enfants, ok, ils ont fait moins de choses dans leur vie que leurs parents, mais écouter les enfants, c'est très important. Parce qu'ils ont pu peut-être voir des choses que les adultes n'ont pas vues et qu'ils connaissent pas, du coup, ils veulent pas écouter et ils veulent pas y croire. Et ça, c'est dommage. Les enfants, ils cachent beaucoup de vérité et c'est dommage qu'on les écoute pas. De toutes ces discussions, l'image qui nous est restée est celle de jeunes entre deux rives. Celle de leur ville, entre Sambre et Meuse, mais celle de leur vie aussi. Entre l'insouciance et les frustrations de l'adolescence d'un côté, et les attentes et les responsabilités de l'âge adulte de l'autre. On en ressort avec le sentiment d'avoir été privilégié, d'avoir eu beaucoup de chance de pouvoir discuter avec eux. En sélectionnant les extraits, nous avons tenté d'être aussi fidèles que possible à nos échanges. Et nous remercions infiniment ces jeunes qui nous ont fait confiance. Avant d'aller rencontrer notre invité, nous avons tenu à ce qu'ils puissent écouter et marquer leur accord pour ce premier montage. C'est aussi ça notre démarche, nous assurer que la parole des jeunes reste intacte et puisse être entendue comme ils nous l'ont confié. Est-ce que ce que vous avez entendu, ça vous convient, ça vous va? Vous dites ok... Non. Quand je suis retournée à l'MJ, les jeunes qui étaient présents pour écouter ce premier montage n'étaient pas ceux que nous avions interviewés lors des séances précédentes. Mais les nouveaux échanges qui ont eu lieu ont parfaitement reflété le fait que chaque jeune rencontré avait son propre avis et tenait à le nuancer lui-même. Ils ont chacun parlé de leur point de vue à eux, avec leur expérience, ce qu'ils font dans la vie pour le moment et ce qu'ils imaginent de la suite. Et voilà quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de juste à chaud comme ça vous fait quoi? Une belle démarche. Vous auriez eu envie de participer? Moi, ouais. Ouais. Parce que j'ai un avis complètement différent de leur. Ok. Sur quoi, par exemple? Tout. On a une fois de plus échangé sur les thématiques. L'angoisse de grandir, mais l'envie d'indépendance. La question de la résilience et de comment faire société, le besoin d'être entendu et le besoin d'être compris. Tous ces questionnements nous ont amenés à contacter le psychopédagogue Bruno Humbeek, qui est spécialiste de la question de la résilience, mais aussi de la pédagogie familiale et scolaire. Bonjour Bruno Humbeek, bienvenue dans le podcast à voix haute de la Code. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Alors bonjour, je suis Bruno Humbeek, donc je suis professeur de psychopédagogie à l'Université de Mons et surtout chercheur. Le but du jeu, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte que la pédagogie soit plus une façon d'observer tout ce qui nous entoure, les jeunes, les moins jeunes, tout ce qui à un moment donné va participer tant à l'école qu'en famille aux apprentissages des uns et des autres. Vous avez entendu, une des thématiques, c'est cette préparation à l'âge adulte. Et dans les sujets qui sortaient, il y avait trouver un emploi, payer ses factures, faire face aussi à la crise ou aux crises, on peut le dire même au pluriel. Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent faire preuve d'une résilience inédite aujourd'hui? Alors, la résilience, elle est toujours inédite. C'est pas la façon de faire le gros dos, de résister, de laisser passer la crise. C'est dépasser cette crise en produisant quelque chose de tout à fait inattendu, qui est un développement nouveau. Et sur ce plan-là, évidemment, le monde est en train de changer finalement de façon tout à fait imprévue. On n'avait pas prévu que des guerres seraient à nos portes. On n'avait pas prévu qu'une pandémie risquait de se propager. On n'avait pas prévu non plus
même que les jeunes, pour le moment, parce que c'est vrai qu'ils doivent se préparer à un emploi, mais ce qui est particulièrement compliqué pour eux, c'est qu'ils doivent se préparer à un emploi qu'ils ne connaissent pas, puisque 80% des futures formations, des futures professions n'existent pas encore. Et donc, c'est tout à fait inédit. Quand vous demandez à un enfant de 10 ans, 12 ans, tu veux faire quoi plus tard, il est normal qu'il sache pas vous répondre, puisque sa formation le mène vers quelque chose qui n'est pas encore défini, et donc on est plus dans des parcours d'apprentissage que dans des trajectoires diplômantes. Mais ça génère effectivement cette forme d'anxiété, cette forme qu'on entend dans tous les discours, même si parfois elle est un peu camouflée, mais il y a une forme d'anxiété pour laquelle on doit anticiper des développements qui ne sont pas prévisibles. Pour un jeune, pour un adolescent, quand on parle de résilience, ce qu'on évoque, c'est comment cette génération va devoir inventer des nouvelles façons de vivre ensemble, des nouvelles façons d'organiser, par exemple, son rapport au bonheur. Il est certain que quand on entend les jeunes actuellement, peut-être que ce qu'il y a de plus inquiétant dans le discours qu'on entend, c'est que le bonheur semble moins évident. Et on l'entend d'ailleurs dans les réponses. On sent effectivement une espèce de petit tremblement qui est l'idée, est-ce que je vais être heureux dans cette vie ? Parce que c'est pas est-ce que je vais réussir ma vie, c'est est-ce que je vais être heureux. Et on est dans un paradigme nouveau qui est en train d'émerger, qui est celui du bonheur relatif. Le bonheur lié à une forme de sérénité, c'est-à-dire non pas le 9, 10 sur 10, quand on se met sur une échelle de bonheur. Non, il faut viser un 7 sur 10. Le 7 sur 10, c'est le nombre magique en bonheur. Ça veut dire que tout va bien. La vie ne va pas trop mal, mais il faut pour ça changer le paradigme. Et peut-être remplacer ce qui était vécu comme une forme d'intensité, de recherche d'intensité, en demande de sérénité. C'est vrai que dans leur discours, il y a beaucoup l'anxiété de trouver un emploi. Il transparaissait aussi les inquiétudes que leurs propres parents leur renvoyaient en disant « très bientôt tu vas devoir subvenir à tes propres besoins, etc. » Tous les jeunes ne grandissent pas non plus avec cette réalité-là. Et puis il y a aussi cette anxiété face au changement, aux crises, mais aussi une certaine forme de perte de confiance et de sentiment de... peut-être pas de solitude, mais en tout cas il va falloir se débrouiller seul. L'autonomie, c'est pas la capacité de se débrouiller seul, justement. C'est la capacité de faire appel aux autres quand c'est nécessaire. On a affaire ici, effectivement, à des jeunes qui ont des difficultés plus concrètes. Comment moi, dans le contexte où je suis, je vais trouver un emploi? Comment est-ce que je vais trouver une utilité sociale à l'intérieur d'un ensemble avec des parents qui m'ont montré l'exemple ou qui ont illustré les difficultés qu'il y avait à trouver cet emploi? Quand vous vivez dans un environnement très favorisé, votre angoisse, elle reste flottante et vous n'avez que cette angoisse-là. Et vous avez face à vous des parents qui n'ont jamais dû se battre, qui ont tout acquis, qui n'ont rien, qui ont tout reçu, qui n'ont rien à acquérir, justement, et qui vont donner cette impression que le bonheur, c'est quelque chose dans lequel on s'installe et on prend place. Ici, on l'entend d'ailleurs, on est dans une forme de combat, et un combat que tu vas devoir mener seul, mais en t'appuyant sur nous si c'est possible. La seule façon de donner à un enfant l'envie de grandir, c'est de montrer que grandir n'est pas une mauvaise idée. Évidemment, dans un climat anxiogène, couplé à un climat de morosité ambiante, le jeune qui, effectivement, est une éponge, qui reçoit tout ce discours ambiant, se dit « mais comment est-ce que je vais grandir dans un monde violent, brutal, agressif, dans lequel je vais devoir trouver une place, faire ma place, en étant autonome, c'est-à-dire en me débrouillant par moi-même, tout en tenant compte d'autres personnes qui donnent l'impression parfois de flotter aussi parce qu'elles ne savent pas très bien comment trouver eux-mêmes leur place dans ce monde. » C'est là que parfois c'est compliqué pour un certain nombre d'adolescents ou d'enfants, c'est de devoir s'appuyer sur des parents qui eux-mêmes sont vacillants dans le monde. Et donc cette anxiété, il va falloir la partager avec eux, parce que l'idée de dire « mais non, tout va bien, le monde est parfait », tout ça c'est fini, on ne peut plus le dire, on est obligé de dire « oui, effectivement, le monde est inquiétant ». Et on est inquiet ensemble. Le concept que je pense vraiment qui doit de plus en plus être diffusé, c'est celui de l'inquiétude partagée. On est inquiet aussi. On se pose les mêmes questions. On ne va pas t'abandonner seul dans cette inquiétude. On va la partager pour voir ensemble ce qu'on peut faire. La sagesse, c'est avoir la force d'agir dans les domaines sur lesquels on peut agir, avoir le courage d'accepter ce sur le quoi on ne peut pas agir et avoir la sagesse de discriminer l'un de l'autre. Sur un tas de paramètres, on n'a pas d'influence directe, on peut éventuellement essayer d'en avoir une indirecte, par exemple, pour discuter de ton avenir.
Quels sont les domaines dans lesquels tu as envie d'être compétent? C'est beaucoup plus intéressant comme question posée à l'adolescent que qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard. Quels sont les domaines dans lesquels tu sens que tu peux être apprécié par les autres parce que tu sens que tu peux être utile? Il y a quelque chose auquel on doit faire confiance, c'est l'imagination des enfants. C'est la manière dont ils sont en train d'imaginer un futur vivable pour eux, qui évidemment, si vous êtes en tant que parent dans l'idée d'une trajectoire diplômante, va éveiller vos angoisses. Non, il faut d'abord que tu aies un diplôme, il faut d'abord que tu réussisses tes études. Et l'enfant va devoir vous répondre un truc du style « Non, ce que je veux, c'est préserver mon plaisir d'apprendre ». Ben, c'est lui qui a raison. Il doit garder son plaisir d'apprendre. On l'a vu aussi dans le cadre même de la maison de jeunes. On sent que les jeunes font confiance aux adultes qui sont là, mais ils font pas confiance à tous les adultes pour autant. Et c'est paradoxal parce que c'est vrai que c'est souvent un message qui colle à la peau des ados, qu'ils sont méfiants de tout et tout le monde et que tout ce qui vient des adultes ne trouve pas bonne écoute chez eux. Or, ça dépend de quel adulte, à quel moment, dans quel cadre. Mais si on va beaucoup plus loin dans le spectre et qu'on parle des personnalités politiques, par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner ces jeunes? Quel discours? Il faut bien comprendre que notre génération actuelle est une génération qui s'engage. Elle était d'ailleurs dans les rues avant que le confinement arrive, et puis on constate qu'elle ne revient plus dans la rue. Après le double confinement, on s'attendait à ce que tout ça reprenne, ça reprend pas. Parce qu'il y a une caractéristique qu'on oublie souvent d'envisager dans cette génération actuelle, c'est que contrairement par exemple à la génération de mai 68, c'est une génération dans laquelle chacun a besoin d'être considéré individuellement avant de s'engager collectivement. Et donc si vous espérez une espèce de reprise de développement collectif spontané, dans lequel le mouvement, par exemple, pour le climat va se remettre en place, on voit que ça fonctionne plus parce que ces jeunes ont été cassés dans un moteur essentiel qui est celui de la considération. On était, juste avant ce confinement, dans ce qu'on appelle une société préfigurative. Les jeunes avaient pris les clés et nous disaient « Faites attention, vous avez salopé la planète, maintenant vous allez faire ce qu'on vous dit ». C'était quand même pas rien, mais on était dans cette société préfigurative qui sont des sociétés à évolution ultra rapide et où les clés du développement sont confiées à des plus jeunes. La société qui s'est remise en mouvement aurait dû être non pas une préfigurative, mais une société cofigurative, dans laquelle on se concerte les uns avec les autres, qu'il faut qu'on puisse simplement donner une place à leurs paroles en termes de concertation. L'enjeu, il est majeur, parce que la démocratie est mise en danger quand ceux qui doivent la porter ne croient plus en son développement. L'école a du mal à mettre en place une démocratie active, participative. C'est fait dans certains espaces, mais c'est très difficile de le généraliser parce que l'école, c'est un endroit où on a tendance à utiliser des pédagogies du XVIIIe siècle, données par des adultes du XXe siècle pour former les adultes du XXIe siècle. Donc, des changements très rapides et généralisés, c'est très compliqué. Et force est de constater que la démocratie, par exemple, y compris quand on a mis en place les principes de la pédagogie positive, en disant mais c'est les émotions de l'enfant qui sont prioritaires par rapport à celles de toutes les autres. C'est pas comme ça qu'on va faire une démocratie. Dans une démocratie, les émotions de chacun s'équivalent avec les émotions des autres. C'est le seul domaine dans lequel nous sommes semblables les uns par rapport aux autres, c'est la façon dont nous ressentons des émotions. Et donc, le monde associatif doit avoir des stratégies qui permettent de montrer à des enfants, des adolescents, voilà, nous on va vraiment pratiquer la démocratie, on va pas vous l'enseigner. Cette défiance vis-à-vis du monde que vous évoquez, le cocon protecteur, ok. Au-delà du cocon protecteur, ça devient très difficile à envisager. Il faut que dans le cocon protecteur, on explique comment on peut changer le monde à partir de ce qu'on va vivre ensemble. Je pense, moi, personnellement, que les associations sont l'espace où on peut produire le changement le plus rapide et le mieux contrôlé parce que ce sont des professionnels auxquels on peut donner des techniques de manière très simple. Donc si toutes les associations sont en mesure de travailler de cette manière-là, on va avancer très très vite et on produira du changement durable, en espérant à ce moment-là que le petit cocon protecteur aura des effets aussi sur la suite. À vouloir donner la parole aux enfants et à leur donner la possibilité de participer, est-ce qu'on ne met pas leur parole au-dessus de la parole d'autres? C'est quelque chose qui peut parfois sortir et donc devenir presque un élément détracteur de notre démarche qui est d'ouvrir ces espaces de parole. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre aux personnes qui voient peut-être un danger au fait d'ouvrir ces espaces de parole? Lorsque on donne la parole aux enfants, il y a 3 éléments qu'on peut, faire ressortir et qu'on va devoir
traiter de façon différente pour que l'enfant considère que sa parole, on en a tenu compte, pas en donnant justement le plein pouvoir à la majorité, mais en utilisant la parole de chacun comme étant une parole significative. Lorsque vous parlez de votre émotion, une émotion se dit, ne se contredit pas. Personne ne peut contester une émotion et elles vont coexister les unes avec les autres parce que chacun est libre d'exprimer une émotion. Si vous dites, j'ai besoin de vos opinions, une opinion, c'est une pensée agissante. Ça veut dire, ou en tout cas qu'il y a une fonction d'action, ça veut dire que si tu me donnes ton opinion, je te dis jusqu'où elle peut aller. Il faut qu'on puisse rendre compte du mouvement qu'a fait l'opinion dans les processus de prise de décision. Et là, l'enfant va avoir l'impression, quelle que soit l'opinion qu'il a évoquée, qu'on a tenu compte de sa parole, et donc la parole aurait été non seulement libérée, mais protégée. Quand on range bien les choses, émotion, opinion, avis, avec des techniques qui permettent de recueillir l'un et l'autre, on donne aux professionnels des techniques qui permettent à ce moment-là de rendre les démocraties vivantes, en fait. Alors, la démocratie, c'est pas le pouvoir à ceux qui savent bien s'exprimer, c'est la parole de chacun, et il faut des espaces où on fait sortir cette parole, quel que soit votre niveau d'expression, et dans une société dans laquelle les jeunes ont de plus en plus de place sur le plan, je vais dire, simplement du fonctionnement social, il est important qu'ils se sentent aussi que dans le principe démocratie, il y a aussi de plus en plus de place. Ils ont besoin d'être considérés. Tendre un micro face à un jeune, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il se dit, tiens, on va m'écouter. Tiens, ce que je dis a du sens, a de la signification. Et un adulte va apprendre à se taire pour reprendre mon opinion et faire voyager cette opinion, que ce soit dans des espaces de communication comme celui que vous créez, ou des espaces politiques, des espaces de décision dans lesquels on se concerte avec les jeunes. Pendant la période du confinement, j'étais beaucoup sollicité par les médias. J'ai quand même dû à un moment donné leur faire remarquer l'âge que j'avais. Je ne suis plus du tout légitime pour parler à la place des jeunes. Aucun de ces médias n'interrogeait des adolescents, des jeunes. On était en train d'interroger des gens beaucoup plus âgés. C'est ce qu'on appelle une société post-figurative, c'est-à-dire dans laquelle les plus âgés ont pris le pouvoir, les gens plus âgés prennent les décisions et le reste de la population suit. Dans les extraits qu'on vous a fait écouter, on a parlé notamment du droit de vote et à la fois de participer à l'exercice démocratique et si le droit de vote était abaissé à 16 ans. Est-ce que dans les extraits que vous avez entendus, il y a des choses comme ça qui vous ont fait tiquer, soit surpris ou vous dites si j'avais été là, j'aurais eu envie. Je vais utiliser le mot impressionné. J'ai été impressionné par justement leur maturité lorsque notamment ils disent on n'a pas la maturité pour le faire. C'est-à-dire qu'ils supposent que les adultes, eux, l'ont. Cette petite partie-là, je la trouve absolument sensationnelle parce que c'est pas de la méfiance, c'est de la défiance. C'est-à-dire, nous, on n'est pas capable, on va laisser faire les autres. Et le gros problème, c'est que ces enfants croient qu'il faut croire en quelqu'un qui va tenir ferme la démocratie. Je souris aussi quand on a parlé de retour à la royauté, par exemple. On peut comprendre, et on le voit d'ailleurs dans tout ce qu'ils regardent, y compris les adolescents, dans ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait paradoxal. Vous allez dans le futur, mais le futur ressemble au Moyen-Âge. Ça, c'est typique de la dystopie. Et vous avez un retour de la royauté, Games of Thrones. Games of Thrones, pour ceux qui veulent comprendre la géopolitique telle qu'elle est actuellement intégrée par la nouvelle génération, eh bien, ce sont deux blocs qui s'opposaient, qui deviennent finalement des blocs multiples dans lesquels chacun a son droit. Et on est nécessairement dans des pouvoirs plus ou moins autoritaires, mais toujours centralisés autour d'une personne. Quand on dit à son enfant, obéis à monsieur, obéis à madame, au moment où il va à l'école, eh ben, on n'a pas compris le principe de la démocratie. Obéis aux règles que madame va te rendre suffisamment explicite pour que tu les comprennes. Les règles de l'école. Si je reviens le soir et que je lève mon doigt, non, les règles de l'école, c'est pas les règles de la maison. On change de règles quand on change de territoire. Même chose, quand on change de territoire, on change aussi de règles. Et ces règles, dans une démocratie, elles sont suffisamment claires, suffisamment explicites, que pour qu'on sache tous à quoi s'attendre. Les normes, ça permet de construire le vivre ensemble en protégeant et en libérant la parole de chacun, parce que pour que les normes soient bien réparties, il faut que chacun ait la possibilité de dire ce qu'il ressent par rapport à elles. Il faut pour ça que l'école apprenne à ne pas mélanger les choses, parce que dans la tête de l'enfant, ça doit être très clair. Ça, c'est des règles. Si je les respecte pas, je serai puni. Un peu comme nous, les règles du code de la route, on sait que si on les respecte pas, on aura une amende.
répétition, c'est pas un gros mot en pédagogie, hein. C'est juste que ça doit être strictement limité à cet espace-là. On ne se moque pas les uns les autres, on se considère avec suffisamment d'attention, etc. Ça veut dire que les émotions des uns valent les émotions des autres. Ça, ce sera le deuxième aspect, c'est les normes, espace de parole régulé, des techniques qui vont permettre de gérer, de construire le vivre ensemble, qui ne va jamais pouvoir s'imposer. C'est impératif, et surtout, ce qu'on appelle des conseils d'éducation disciplinaire qui disent attention, il est interdit d'agresser physiquement quelqu'un, il est interdit d'utiliser des insultes sexistes, racistes ou homophobes, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux de manière asociale, et là vous devez pouvoir mettre en place un ensemble de lois qui supposent des sanctions, et une sanction c'est pas une punition, c'est un coup d'arrêt de l'institution, qui dit là, on peut pas laisser faire ça. On a besoin d'avoir l'explication de ta part, et donc la démocratie c'est pas l'art de faire parler tout le monde, c'est l'art de faire parler chacun, et pour faire parler chacun, il faut parfois en faire taire un certain nombre qui parlent trop, qui prennent la parole des autres à la place des autres, comme si c'était une parole commune. Et en attendant qu'on parvienne à une approche plus démocratique et à cette société co-figurative, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes ? Je pense qu'effectivement, il faut être très très concret, et pour ça, il faut se baser sur ce que vous avez fait, et sur ce que d'autres ont fait aussi, hein, parce que lorsqu'on interroge les jeunes sur ce qu'ils veulent, qu'ils soient en maternelle, qu'ils soient en technique, en primaire, en secondaire, à l'université, ils nous disent tous exactement la même chose. Ils le disent dans leur langue, mais ils le disent tous la même chose. Ils demandent 3 choses. De la sérénité autour de leurs apprentissages. Pas des adultes qui s'énervent. Et donc, c'est important d'avoir des environnements d'apprentissage sereins. Ils demandent des évaluations intelligentes. C'est quand même pas trop demandé, et c'est quelque chose de tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'ils ne demandent plus d'être sanctionnés parce qu'ils font des fautes, mais de pouvoir mieux comprendre où ils en sont dans leurs apprentissages. Et le 3e élément, je veux être actif dans les apprentissages que je réalise. Être actif, ça veut dire être sollicité en ce compris dans mon activité cérébrale. Ça veut dire que je dois pouvoir être, ne pas être un vase à remplir, mais surtout une lumière à éclairer, mais surtout une conscience à éveiller. Et donc il faut que la pédagogie arrête de se fermer à l'intérieur d'un seul champ d'approche. Il est vraiment temps d'arrêter les querelles de clocher entre formes pédagogiques. Moi, je déteste la pédagogie active quand elle se met en opposition à la pédagogie traditionnelle. Et il faut juste écouter les enfants et les adolescents quand ils demandent ces 3 exigences-là. Et donc, je pense que quand vous prenez le parti d'écouter les enfants, d'écouter les adolescents, il suffit après, entre adultes, de traduire avec le plus d'intelligence possible, mais sans déformer ce qu'ils disent, le contenu de ce qu'ils viennent d'exprimer, et on obtiendra à ce moment-là des pistes éducatives qui sont tout à fait productives. Donc quand vous parlez de faire exister les jeunes, c'est aussi d'abord peut-être de leur donner la parole et de les écouter. Les écouter et faire quelque chose avec ce qu'ils disent. L'écouter, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et je crois que c'est ça la société co-figurative. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble à partir de ce que tu nous dis ? Moi aussi, j'ai mes inquiétudes, moi aussi, j'ai mes angoisses, moi aussi, j'ai mes difficultés. Et on va discuter ensemble de la façon dont on va pouvoir continuer à avancer dans cette société. C'est cette fameuse société co-figurative dans laquelle la table est essentielle pour que chacun reste à sa place et qu'on ne s'en mêle pas les uns avec les autres dans des opinions dans lesquelles l'un vaudrait plus que celle de l'autre. Je prends souvent la même image pour parler de l'adolescence et de l'enfance, mais encore plus sans doute de l'adolescence. Il faut aller sur la planète de l'adolescent, non pas avec l'arrogance d'un envahisseur, mais avec l'humilité d'un ethnologue. C'est-à-dire, dis-moi les choses telles que tu les vis, et je vais pas essayer de te dire comment tu dois les vivre, je vais juste recueillir de l'information. C'est ce que vous faites quand vous tendez des micros à des enfants ou des adolescents. Je pense que ça conclut assez bien l'entretien de vous. Merci beaucoup, Bruno. Il y a vraiment pas de quoi d'avoir pris le temps de répondre aux questions et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. À bientôt. Au revoir. Voilà, si vous en doutiez encore, les adolescents ont effectivement plein de choses à partager sur les questions qui les concernent de près et de loin. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour leur donner cette parole et pour les entendre ? Et comment est-ce qu'on s'engage à en tenir compte pour faire avancer la société actuelle vers cette fameuse société co-figurative. Partagez-nous vos idées sur les réseaux sociaux de la Code et sur notre site www.lacode.be. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et que les voix de ces jeunes vous auront donné l'envie de valoriser cette participation, à la fois dans vos pratiques et dans vos vies quotidiennes. Nous tenons à remercier de tout cœur chacun des partenaires, jeunes et adultes, qui ont permis la réalisation de ce que vous venez d'entendre. Merci d'avoir écouté À Voix Haute, le podcast de la Code qui donne la parole aux enfants.
À très bientôt pour un nouvel épisode. À voix haute, le podcast de la Code.